Salut tout le monde, on présente aujourd'hui notre mini-projet qui s'intitule la commande de la position du moteur à courant continu sur la carte Arduino. Pour présenter ce mini-projet, on est établi le flow suivant. On commence d'abord par une introduction, ensuite le cahier de charge, puis la modélisation des systèmes, après le correcteur PID analogique et PID numérique, et en même temps on fait la simulation et la réalisation. Et finalement, on termine par une conclusion. Notre objectif est de réaliser un asservissement de la position angulaire d'un moteur à courant continu, ce qui revient à construire les correcteurs numériques à l'aide de la carte Arduino. La réalisation de ce travail se décompose en deux étapes. La première étape, c'est modéliser correctement le moteur à courant continu, et la deuxième étape, la détermination des caractéristiques des correcteurs répondant aux critères du cahier des charges. On désire réaliser un asservissement de position du moteur à courant continu permettant de satisfaire le cahier de charge suivant. L'erreur statique nulle, le taux de réponse à 5% inférieur à 0,3 secondes, le dépassement en boucle fermée inférieur à 5%, au rejet des perturbations. On passe maintenant à la modélisation du moteur à courant continu. Le moteur à courant continu utilisé comporte un stateur à aimant permanent commandé en tension. Ce moteur présente les caractéristiques des constructeurs suivantes: la constante de la force contre-électromotrice, la résistance de bobinage de l'induit, l'inductance de l'induit, le moment d'inertie, ainsi la tension de commande. Pour modéliser le moteur à courant continu, on aura besoin de 5 équations pour asservir la position angulaire. La première équation, c'est l'équation électrique. Pour obtenir cette équation, on applique la loi d'Ohm aux bornes de l'induit. La deuxième équation est l'équation mécanique. On applique le principe fondamental de la dynamique sur le moteur à courant continu pour trouver cette équation. La troisième équation, c'est l'équation qui lie la force contre-électromotrice et la vitesse. Et la quatrième équation, c'est la relation qui lie le couple moteur et le courant électrique qui traverse l'induit. La dernière équation est la relation qui lie la vitesse angulaire et la position angulaire. On passe maintenant au domaine de la place afin de trouver la fonction de transfert de notre système. Pour cela, on applique la transformation de la place sur les équations du moteur à courant continu dans le domaine temporel qu'on a déjà vu précédemment. Et voilà, on trouve les équations suivantes. À partir des équations qu'on a trouvées dans le domaine de la place du moteur à courant continu, on peut construire le schéma bloc de la machine à courant continu. On trouve le schéma bloc suivant. On constate qu'il y a deux entrées, l'une la tension appliquée aux bornes du moteur à courant continu et l'autre le couple résistante. La sortie, c'est la position angulaire. On calcule maintenant la fonction de transfert du moteur à courant continu. Pour cela, on applique le théorème de superposition, c'est-à-dire on éteint l'entrée du couple résistant et on va déduire la fonction de transfert sous la forme suivante. Après, on néglige la constante de temps électrique devant la constante de temps mécanique, alors la fonction de transfert devient sous la forme suivante. On peut mettre la fonction de transfert sous la forme d'un produit de deux systèmes. L'un, c'est un intégrateur pur et l'autre, c'est un système de premier ordre. Avec K0, le gain statique et tau, la constante de temps, on fait l'application numérique et on trouve les valeurs de K0 et tau. Je vais maintenant passer à la correction analogique. On choisit en premier lieu le correcteur proportionnel. Ceci nous amène à calculer la fonction de transfert en boucle fermée. Pour cela, il faut d'abord calculer la fonction de transfert en boucle ouverte. Et on déduit la fonction de transfert en boucle fermée sous la forme suivante. Par identification entre la fonction de transfert en boucle fermée et la fonction de transfert des systèmes de deuxième ordre, on trouve trois équations suivantes. À partir de ces équations, on peut déduire l'expression du correcteur proportionnel en fonction de K0
taux et coefficient d'amortissement. On fixe le coefficient d'amortissement à 1 et on calcule Kp. Maintenant, on utilise un correcteur proportionnel intégral pour corriger notre système. Pour déterminer les paramètres de ce correcteur, on utilise deux méthodes. La première méthode, c'est la correction série. On va commencer par la première méthode. À partir du schéma bloc suivant, on peut calculer la fonction de transfert boucle over. On aura la fonction de transfert en boucle over égale le produit du correcteur et la fonction de transfert des moteurs à courant continu. Maintenant, on remplace le correcteur et la fonction de transfert des moteurs à courant continu de leur expression. On va trouver la fonction de transfert en boucle over corrigée sous la forme suivante. On choisit la constante de taux du correcteur supérieure à la constante de taux du moteur à courant continu et on pose TE est égal bêta fois taux. Alors la fonction de transfert en boucle over corrigée devient sous la forme suivante. On constate que la fonction de transfert en boucle over corrigée s'écrit sous la forme d'un correcteur à avance de phase qui corrige un système de deux intégrateurs. Pour un correcteur à avance de phase, on sait que sin de Pmax est égal au rapport entre bêta moins 1 et bêta plus 1 avec Pmax et la phase maximale introduite par ce correcteur. D'autre part, la marge de phase est égale à 180 degrés plus l'argument de la fonction de transfert en boucle over corrigée. Or, l'argument de la fonction de transfert en boucle over corrigée est égal à l'argument du correcteur plus l'argument du système. On remplace chaque terme de son expression et on trouve la marge de phase est égale à la phase maximale introduite par ce correcteur. On choisit la marge de phase est égale à 60 degrés et on déduit les valeurs de bêta et TE. Jusqu'à maintenant, on a calculé un seul paramètre TE. Pour déterminer le deuxième paramètre du correcteur Kp, on utilise l'équation suivante. Le modèle de la fonction de transfert en boucle over corrigée est égal à 1. On va résoudre cette équation et on trouve la valeur de Kp. On passe maintenant à la deuxième méthode pour déterminer les paramètres des correcteurs. C'est la méthode de correction série précédée par un filtre. Alors le schéma bloc de l'asservissement devient sous la forme suivante, avec H de P est un filtre de type passe-bas. Alors la fonction de transfert en boucle over est la suivante. Après la simplification du calcul, on aura la fonction de transfert en boucle fermée s'écrit sous la forme suivante. Or, la fonction de transfert en boucle fermée désirée est constituée de deux systèmes en cascade. Le premier système c'est un système premier ordre et le deuxième système c'est un système de second ordre. Par identification entre la fonction de transfert en boucle fermée et la fonction de transfert en boucle fermée désirée, on trouve trois équations suivantes. Pour déterminer les paramètres du correcteur proportionnel intégral, il suffit seulement de fixer deux paramètres de la fonction de transfert en boucle fermée désirée. Alors, on peut fixer le coefficient d'amortissement et la constante de taux. Et on déduit les coefficients de correcteur proportionnel intégral. Et on fait l'application numérique et on trouve Kp et Te. On passe maintenant à la correction numérique. On va utiliser la correction série précédée par un filtre. Le schéma bloc de l'asservissement numérique de position se met sur la forme suivante. Pour déterminer le correcteur discret, on utilise l'approximation linéaire et on va déduire l'expression du correcteur proportionnel intégral discret. On choisit la période d'échantillonnage TO est égale à 0,01 seconde. Et finalement, on trouve l'expression du correcteur proportionnel intégral discret sous la forme suivante. De la même méthode, on détermine l'expression de la fonction de transfert des filtres discrets, c'est-à-dire aussi on utilise l'approximation bilinéaire. Et pour déterminer la fonction de transfert discret des moteurs à courant continu, on utilise la transposition par échantillonnage blocage. Maintenant, je laisse la parole à mon collègue pour faire la simulation de la partie qu'on a traitée théoriquement. Bonjour tout le monde, maintenant on va passer à la partie concernant la simulation. Donc durant cette partie on va voir premièrement un modèle de l'AMCC suivi de trois types de correcteurs et finalement une comparaison entre le modèle développé par le même et un modèle préexistant dans la bibliothèque de MATLAB. Donc commençons tout d'abord par le modèle de l'AMCC. Donc comme vous le savez, il est constitué d'une partie électrique, une partie mécanique,
en ajoutant une perturbation en amont de la partie mécanique et on commande la MCC à travers la tension I. On visualise la vitesse oméga et pour avoir θ on utilise tout simplement un intégrateur. Maintenant le graphe suivant montre une comparaison entre le modèle déjà présenté ici et une fonction de transfert qui décrit le comportement entrée-sortie, c'est-à-dire le comportement de la vitesse vis-à-vis de la tension I. Donc le graphe suivant montre la réponse à un échelon appliquant une précipitation t égale 2 secondes. Donc en appliquant un échelon de 24 volts, la vitesse tend vers environ 80 radians par seconde, tout ça pas courant en régime transitoire de l'ordre de quelques millisecondes. Donc en appliquant une perturbation t égale à 2 secondes, la vitesse chute d'une valeur importante. Donc puisque la machine à courant continu est déjà rapide, donc les performances visées lors de la conception d'un correcteur, c'est la précision et de penser à rejeter cette perturbation. Maintenant on passe à la partie concernant les correcteurs. Donc dans cette partie, on va voir trois types de correcteurs. On va voir les performances de chacun de ces correcteurs. Donc commençons tout d'abord par une correction de type proportionnel. Donc en profitant du fait que le système possède déjà un intégrateur, donc un simple bouclage permet d'avoir la précision 100%. Et dans ce cas, on calcule KPI de telle façon à avoir un régime transitoire sans dépassement. Donc pour cela, on choisit un XI en boucle fermée égale à 1 et on calcule KPI en utilisant la formule suivante. Donc le graphe ci-dessus montre la réponse à un échelon en appliquant toujours une perturbation. Donc on voit clairement que le système arrive à suivre le consigne tout en parcourant un régime transitoire de l'ordre de quelques millisecondes sans dépassement. Mais le problème apparaît lorsqu'on applique une perturbation, la précision se dégrade. Et ça dit au fait que l'intégrateur du système se trouve en aval de la perturbation. Donc pour rejeter cette perturbation, il faut utiliser un intégrateur en amont de la perturbation, c'est-à-dire au niveau du correcteur. Et ça fait l'objet de la partie suivante. Donc, maintenant passons à la correction de type proportionnel intégral. Donc pour le calcul des paramètres de ce correcteur, on a recours à deux méthodes. Donc commençons tout d'abord par la première méthode. Donc le but de cette méthode, c'est d'assurer une marge de phase en boucle fermée. Pour cela, on calcule les paramètres de la façon suivante. Donc en commençant tout d'abord par choisir une marge de phase phi est égale à pi sur 3. Et on calcule un coefficient intermédiaire β de la façon suivante. Β est égal à 1 plus sin phi sur 1 moins sin phi. Dans ce cas, TI ce n'est que β fois tau. Et dans ce cas, tau disait la constante de temps dominante de la MCC. Et Kp ce n'est que 1 sur K0 fois tau fois racine de β. Et K0 dans ce cas disait la constante le gain statique de la MCC. Donc sur le graphe suivant, on visualise la réponse à un échelon tout en appliquant une perturbation. Donc en constatant ce graphe, le correcteur permet bien de rejeter cette perturbation, et c'est grâce à la présence d'un terme intégral. Mais le problème est situé au régime transitoire. Cette réponse présente un dépassement et lors de l'asservissement des positions, un tel dépassement n'est plus tolérable. Donc comme décision, cette méthode non retenue grâce à la présence d'un dépassement. Passons maintenant à la méthode numéro 2. Donc le but de cette méthode, c'est d'assurer une dynamique désirée en boucle fermée sans dépassement. Donc pour cela, on calcule les paramètres de la façon suivante. En choisissant xi égale à 0,9, une constante de temps en boucle fermée est égale à 0,05, en calculant
les paramètres TI et PI de la façon suivante. Donc sur le graphe suivant, on montre le schéma de simulation. Donc il est constitué de la machine à courant continu, des régulateurs PI, en disant un pré-filtre en avant. Donc on va voir l'effet de ce filtre par la suite. Donc pour voir l'effet du filtre, premièrement on procède par une réponse à un échelon sans filtre. Donc dans cette réponse, on voit clairement que le correcteur permet de rejeter la perturbation, et ça toujours grâce à la présence des termes intégraux. Mais le problème que le régime transitoire présente un dépassement. Et ce dépassement est dû à la présence d'un zéro dans la fonction de transfert en boucle fermée. Donc pour arriver à une réponse sans dépassement, il faut compenser ce zéro. Donc sur le graphe suivant, on montre la réponse en échelon avec le filtre. Donc le filtre dans ce cas, il permet de compenser le zéro déjà trop vite dans la boucle fermée. Donc on voit clairement sur cette réponse que le dépassement a été disparu. Et comme décision, cette méthode est la plus retenue car il présente les performances les plus efficaces devant les trois autres types de correcteurs. Maintenant on passe à la correction proportionnelle intégrale discrète. Donc le schéma de simulation présente ici la MCC, correcteur discret, PI discret, et tout simplement on discrétise la fonction transfert concernant le filtre. Il est discrétisé comme suit. Donc pour le calcul, pour discrétiser le PI, on se base tout simplement sur la méthode numéro 2, car il est plus performante. Dans ce cas, pour la discrétiser, on utilise la fonction MATLAB C2D et on spécifie comme méthode de Stein, c'est-à-dire bilinéaire. Donc de ce fait, on aboutit au correcteur discret suivant. Passons maintenant à la dernière partie concernant une comparaison entre le modèle développé par nous-mêmes qui est présenté dans ce cas dans ce bloc en vert et un modèle préexistant présenté dans le bloc en rouge. Donc pour voir le contenu de ce bloc, il est présenté là-dessus. Donc on voit clairement qu'il est constitué d'une machine à courant continu, division de parties, la partie électrique, la partie mécanique. On voit l'apparition d'un signal en bleu. Ce signal-là, c'est un signal physique. Je dis bien c'est un signal physique qui correspond à une tension. Par contre, le signal en vert là, il présente les interactions physiques, c'est-à-dire les forces et les couples. Donc pour simuler l'effet des frottements visqueux, on utilise ce bloc-là, nommé en anglais friction. Et ce bloc-là a pour rôle la configuration des paramètres de simulation concernant la partie mécanique. Ce bloc-là a pour rôle l'application d'une perturbation de type frottement sec. Et celui-là, c'est tout simplement un capteur qui permet d'avoir la vitesse oméga et la position θ. Donc on voit l'apparition de deux blocs, celle-là et celui-là. Ces deux blocs ont pour rôle la conversion d'un signal exploitable par les autres blocs de MATLAB tels que les PI et les oscilloscopes. Il fait la conversion de ce signal en un signal exploitable par
la partie en aval. Donc sur le graphe suivant, on montre la réponse à un échelon des deux modèles. On voit clairement que la réponse des deux modèles se confondent. Et ça permet de valider tous les calculs faits auparavant. Donc comme ça, on finit la présentation concernant la simulation. Maintenant, je vous laisse avec M. Larabi pour entamer la dernière partie concernant la réalisation pratique. Bonjour, je m'appelle Soul Arabi. Donc avant de commencer à vous présenter la troisième partie de notre travail, j'aimerais bien remercier mes collègues M. Jibril Hamza et M. Driss Hassoun, et nous remercions notre professeur M. Ben Saïd Mouner de nous avoir guidés durant toute cette période. Donc cette partie consiste en la réalisation d'un asservissement de vitesse et de position d'un moteur à courant continu. Alors on va commencer par le matériel qu'on a utilisé dans la réalisation de ce mini-projet. Donc voilà, on a ici une machine à courant continu, été détaillée par M. Driss Hassoun. Voilà, comme on peut le constater ici, la tension nominale de ce moteur c'est 24 volts. Ce moteur peut atteindre 4000 tours par minute. C'est le pilote L298N. C'est pour contrôler les moteurs à courant continu ou bien les moteurs pas à pas. Donc ici on connecte le moteur 1 et c'est le moteur 2. Et c'est la puissance, la tension maximum c'est 12 volts. C'est bon, là on les connecte à la carte Arduino pour contrôler le source de rotation et aussi pour contrôler la puissance à fournir au moteur. Donc c'est un double pont en H, donc il permet de contrôler le sens de rotation bien sûr. Donc voilà la carte Arduino, le microcontrôleur 16 mégas, les entrées sorties numériques, donc on peut configurer n'importe quelle borne comme en sortie ou bien une entrée. Donc voilà les 6 entrées analogiques et aussi des sources d'alimentation 5 volts, 3,3 volts. Voilà le port USB pour connecter la carte Arduino à un PC par exemple. Ici le bouton reset. Donc voilà le codeur incrémental. Donc les codeurs incrémentaux ce sont des capteurs de position. Donc on les trouve sur le marché dans 3 grandes technologies, à savoir c'est la technologie optique et la technologie magnétique et la technologie inductive. Dans notre cas, notre moteur possède un codeur incrémental de technologie optique où on a une LED émettrice d'un flux lumineux, un disque lié au rotor sur lequel on a gravé des fentes. Voilà. Et c'est des LED réceptrices. Donc le principe de fonctionnement est très simple. Lorsque la lumière passe par les fentes, on va avoir au niveau de la sortie du capteur un signal différent de 0. Si on n'a pas de lumière, donc on aura un signal nul. Donc en gros, le codeur incrémental va générer un signal carré en sortie dont l'état change à chaque fois que l'arbre tourne d'un certain angle. Alors pour savoir le sens de rotation de moteur à courant continu, on doit avoir 2 signaux en quadrature. En quadrature, ça veut dire l'un d'eux est en retard d'un quart de tour par rapport à l'autre. Donc pour savoir le sens de rotation est très simple. On compare les 2 signaux, comme on peut le remarquer ici. Le signal A, lorsque le signal A change d'état de bas vers le haut, le signal B est à l'état haut. Et lorsque le signal A change d'état de haut vers le bas, le signal B est à l'état bas. Si le moteur tourne dans le sens inverse, lorsque le signal A passe de bas vers le haut, le signal B est à l'état bas. Donc dans notre programme,
on fait une comparaison entre les deux signes. S'ils sont égaux, ça veut dire le sens positif. Si l'inverse, donc le sens négatif. Voilà notre codeur incrémental. Ici, on a la caractéristique de Z30 de 20A. 100, ça veut dire 100 impulsions par tour. Donc, le fil vert, c'est le signal B et le blanc, c'est le signal A. Donc, le jaune et le marron, c'est pour l'alimentation. Donc, l'alimentation, c'est 3,3 volts jusqu'à 5 volts. Pour le calcul de la vitesse, on a le codeur incrémental fournit 100 impulsions par tour ou bien 200 changements d'état par tour. Donc, on fixe une période d'échantillonnage. Et le calcul est très simple, donc 2P fois le nombre d'impulsions bien de changement d'état compté, divisé sur la période d'échantillonnage, fois 100 ou bien 200. Si on va exprimer la vitesse en tours par minute, donc 60 fois n sur dt fois 100. Voilà la structure de notre programme. Au début, on fait la déclaration et l'initialisation des variables utilisées dans notre programme. Puis, on a une boucle à exécuter. On a utilisé le timer du microcontrôleur afin de générer une interruption toutes les 3 millisecondes. Donc notre boucle sera exécutée exactement toutes les 3 millisecondes. Et ceci pour que le calcul de la vitesse soit correct. Alors, si on a une interruption, on calcule la vitesse, puis l'erreur entre la consigne et la vitesse calculée, puis on calcule la commande. Puis on fait la normalisation de la commande et enfin on fait envoyer la commande à la sortie. Pour le calcul de la commande, on a utilisé un PID desserré, donc il est simple. On calcule l'erreur, puis l'action proportionnelle et la commande. Et après on calcule l'action intégrale et l'action dérivée qui seront utilisées dans la prochaine période d'échantillonnage. Voilà le montage. Ici on a la carte Arduino Uno, le pilote L298N. Ici on a deux machines à courant continu couplées entre eux. On a utilisé celle-ci comme un moteur. Voilà, il est connecté au pilote. Voilà. Celle-ci on va l'utiliser comme une génératrice après. Donc voilà le codeur incrémental. Donc on a connecter le signal B au borne 3. Ces deux fils supportent le sens de rotation du moteur. Et voilà la sortie PMW. Donc, il faut, pour que le montage fonctionne, il faut connecter les deux masses. La masse de la carte Arduino et la masse d'alimentation du pilote L298. Voilà le programme. Donc j'ai fixé comme une consigne, c'est 1200 tours par minute. Donc je vais démarrer le montage. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, donc la vitesse est 1200. Donc je vais arrêter le défilement. Donc 1200 tours par minute, 1200, 1200, 1100, 1200, 1300, 1200, 1200. Donc en général, c'est exactement la vitesse en sortie, c'est exactement 1200 tours par minute. Voici un programme que j'ai créé sur MATLAB, donc avec lequel on va faire l'acquisition de vitesse. Et on trace la vitesse en fonction du nombre de mesures. Donc je vais alimenter de puissance. Donc le moteur il est à vide. Je vais démarrer l'acquisition. Parfois MATLAB il n'arrive pas à établir la connexion avec la carte. Donc, voilà, comme vous pouvez le constater, la vitesse atteinte c'est au moins 1200 tours par minute. Maintenant, on va voir le fonctionnement en charge. Donc je vais brancher le petit moteur.
Voilà, vous entendez le bruit du petit moteur. Donc, on va lancer à nouveau l'acquisition. Voilà. Alors la vitesse, c'est exactement 1200 tours par minute, même avec l'âge appliqué sur la sortie de notre moteur. La vitesse atteinte tête par le moteur, c'est exact 200 tours par minute, soit vide, soit avec une perturbation qui est la charge. Alors ici, je vais vous montrer le comportement du moteur lorsqu'on fait varier la consigne. Donc, je lance l'acquisition. Alors voilà, la consigne au début c'est 1200 tours par minute, puis on monte à 1400 tours. Voilà, c'est exactement 1400 tours par minute à la fin. Alors ici, on va voir l'essai de l'asservissement de position. Voilà, j'ai utilisé ici un morceau de papier pour indiquer la position. Donc on va fixer la consigne sur 90 degrés. Voilà. Donc je vais démarrer la simulation. Voilà. Donc à peu près un quart de tour. Pendant la réalisation de ce mini-projet, on a remarqué que pour l'asservissement de vitesse d'un moteur continu, un simple correcteur PI est largement suffisant pour répondre aux exigences imposées par le cahier de charge. Aussi, on a une idée de réaliser un TP pour étudier l'asservissement de vitesse et faire paramétrer un correcteur PIT en utilisant une carte Arduino Mega et un PC sur lequel on a installé le logiciel MATLAB Simulink. Donc la carte Arduino Mega va jouer le rôle d'interface sortie-entrée. Et sur Simulink, après l'installation de package d'Arduino sur Simulink, voilà, on a des fonctions prédéfinies. Voilà, des entrées, des sorties PWM, des fonctions pour la connexion, la communication entre la MATLAB et la carte Arduino, le transfert série des données. Et avec le mode externe, on peut faire le programme sur Simulink et on l'exécute en temps réel pour voir les sorties mesurées, tout ça. Donc la carte Arduino va seulement jouer le rôle d'interface entrée-sortie. Aussi, on peut programmer directement la carte Arduino parce que MATLAB permet de convertir le programme sur Simulink ou bien sur MATLAB en langage C++ et l'envoyer sur la carte Arduino. Voilà, nous espérons que tout était clair pour vous et merci de votre attention et à la prochaine.